Bienvenue. Vous écoutez Les Cœurs Audacieux. Les Cœurs Audacieux. Un podcast proposé par l'INSA Lyon. Il est difficile d'imaginer à quoi ressemblera le monde de demain. Mais ce que nous savons, c'est que la science et la technologie sont parmi nos meilleures armes pour bâtir un futur plus durable. Et dans cette course contre la montre, c'est aux ingénieurs qu'il revient de façonner notre avenir en relevant des défis toujours plus grands. Il est donc essentiel que ceux qui conçoivent, fabriquent et parfois même dirigent, agissent en hommes de science, mais aussi et surtout en citoyens éclairés. Alors dans ce podcast, nous sommes partis à la rencontre d'ingénieurs qui, en écoutant leur cœur et leurs convictions, ont fait le choix de l'audace, quitte à s'aventurer parfois sur des chemins inconnus, voire incertains. Des hommes et des femmes empreints de modestie qui mettent aujourd'hui leur savoir-faire au service du bien commun. Les ingénieurs ont un rôle clé à jouer dans l'avenir de l'humanité et ceux que nous avons rencontrés ont déjà commencé à le prouver. Toutes sortes de possibilités de plus en plus riches, de plus en plus fécondes sont offertes aux hommes. Les hommes feront tous ensemble le grand monde de demain, ou bien ils courront à la catastrophe. Le risque n'est pas exclu, mais l'aventure vaut d'être tentée, et je crois qu'elle gagnera, et que ça réussira. Notre invité aujourd'hui est un hacker éthique, autrement dit un pirate 2.0, mais qui nous veut du bien. Xavier Paquin est expert en cybersécurité, il a passé plusieurs années à protéger les systèmes informatiques de grands groupes. Aujourd'hui, ce passionné de Japon vient au chevet des petites entreprises en leur proposant des solutions sur mesure pour mieux se protéger. De quoi donner du sens à son travail d'ingénieur, d'autant que ce sont elles les cibles privilégiées des cybercriminels. La cyberdéfense est devenue une priorité nationale en France et selon notre invité, nous gagnerons cette guerre en faisant de l'homme notre meilleur bouclier. Bonjour. Bonjour. Le numérique est en train peu à peu de devenir un nouveau terrain d'affrontement. Les États et les entreprises prennent conscience de l'importance stratégique de cet espace. Mais alors, quel est le rôle des ingénieurs dans cette lutte ? De toute façon plus générale, sur le rôle de l'ingénieur, moi j'ai une façon de voir les choses, c'est qu'on a un devoir en tant qu'ingénieur, un rôle et un devoir, c'est de créer et d'innover. Bon, je m'éloigne un peu de la question, mais pourquoi je dis ça ? Parce que je trouve que c'est un rôle qu'on a un peu perdu de vue. Même moi, je l'ai perdu de vue. J'ai fait 4 ans de conseil et d'audit, honnêtement. J'ai pas été très créatif là-dessus, quoi. J'innove depuis que je monte ma société, mais avant, j'étais plutôt dans ce côté conseil. Il y a beaucoup d'ingénieurs qui partent en commercial, beaucoup qui partent en trading, etc. Et je pense que le rôle de l'ingénieur, avant tout, c'est de la création et de l'innovation. Et dans cette cyberguerre, c'est aller créer des idées, d'innover pour protéger les gens. Moi, je vais parler de mon cas, ça peut être essayer de réfléchir, d'innover sur comment impliquer les gens, toute personne dans sa cybersécurité pour qu'ils prennent les réflexes, pour qu'ils grandissent. Ça peut être aller travailler sur des solutions d'intelligence artificielle qui vont permettre justement de déployer de la cybersécurité à plus grande échelle et de façon plus efficace. Ça peut être aussi de réfléchir tout simplement à la sécurité offensive, innover là-dedans. Bon, là, on rentre plutôt dans du militaire, mais pas que. Mais c'est vraiment un rôle d'innovation et de création. Aujourd'hui, le rôle de l'ingénieur. Et dans cette cyberguerre aussi. Et alors, pour simplifier, vous, dans cette cyberguerre, vous êtes du côté des gentils, si on peut dire. Vous êtes un hacker éthique. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Alors, du hacking éthique, c'est en gros qu'on va tester et pénétrer des systèmes. Ça a été mon travail pendant 5-6 ans de faire ça. C'est une forme d'audit. On vient essayer d'aller dans tous les sens, récupérer de la donnée, aller simuler du chiffrement, aller pirater des PC des top dirigeants. Et puis une fois qu'on a fait tout ça, on explique par où on est passé à l'entreprise en disant voilà, vous êtes à risque ici, ici, ici. Donc on leur explique comment corriger. En France, 1 entreprise sur 5 a été victime de cyberattaques. C'est énorme. Est-ce que la cybersécurité est en train de devenir le grand défi du 21e siècle ? Alors, c'est en train de devenir le nouveau défi, surtout pour les plus petites entreprises. Parce que ça fait longtemps, en fait, qu'on en parle, que les grosses sociétés ou que les organismes étatiques sont parfaitement conscients de ça. C'est aussi une cyberguerre, de l'espionnage, etc. Maintenant, ça touche tous les secteurs, toutes les petites entreprises. On est de plus en plus connectés, c'est aussi normal. Et par petite entreprise, j'entends aussi des hôpitaux, parce que la crise économique, ça a vu énormément d'attaques par ransomware, notamment sur des hôpitaux. Il y a même en Europe, il y a eu des morts
Des gens, les machines ne marchaient plus à cause d'un piratage informatique. Donc, c'est ça, il y a eu des dysfonctionnements sur le terrain causés par des cyberattaques. Exactement, parce qu'on s'imagine souvent que s'il y a que de la donnée en termes d'attaque, mais quand vous avez par exemple une machine qui maintient quelqu'un en vie, qui est connectée au réseau et qu'elle se fait hacker, qui n'a plus accès à ses données de configuration, elle marche plus. Il peut y avoir aussi des conséquences qui sont physiques et qui sont même vitales dans le cas de cyberattaque. Et dans les hôpitaux, on l'a vu cette année. Ça a été, ils ont profité, les gens, c'est pas des enfants de cœur, pour attaquer les hôpitaux qui étaient déjà bien dans la galère avec ce qui se passait, pour aller demander encore plus d'argent. Alors, vous parlez de ransomware, c'est quoi le ransomware ? Alors, un ransomware, je crois que le mot français, c'est rançongiciel. J'ai toujours du mal avec les mots français, parce que je trouve ça un peu bizarre, mais c'est un malware, donc un logiciel malveillant, qui vient en fait venir sur l'ordinateur ou sur même le téléphone ou le device de l'utilisateur, qui vient chiffrer, donc crypter l'ensemble de ses données, et qui va exiger en échange de libérer la donnée, de donner la clé pour que l'utilisateur accède à ces données. Il va demander une rançon. Ça peut être au niveau d'un particulier, votre PC, vos photos de vacances, ou si vous êtes un écrivain, c'est déjà arrivé dans mon ancien travail, c'est pour ça que je dis ça, vous écrivez un roman, on vous chiffre votre roman, il faut le récupérer, donc il faut payer. Enfin, je dis pas qu'il faut payer, mais c'est ce qu'on va vous demander. Mais dans une grosse entreprise, ça va aussi se propager sur tout le réseau, ça peut chiffrer quasiment toutes les données d'entreprise, les sauvegardes aussi. C'est arrivé à Saint-Gobain il y a 2 ans, il me semble 2 ou 3 ans. Toutes les sauvegardes dans le monde entier, ça a été infecté. Ils ont annoncé quasiment 250 millions de pertes, mais a priori c'était plus que ça. Donc c'est une des plus grosses menaces aujourd'hui, le ransomware qui existe. Et justement, dans ces cas-là, à quoi ressemblent les rançons ? Et est-ce que les victimes de ces ransomware payent les rançons ? Alors les rançons, en général, c'est votre écran qui prend une couleur avec un message. On vous demande de payer en bitcoin ou en autre crypto-monnaie à quelqu'un, quoi. Donc ça, c'est la forme que ça prend. Maintenant, tout le monde dit qu'il faut pas payer. Moi, je pense qu'effectivement, à partir du moment où on paye, déjà, on a on n'est pas sûr de récupérer la clé. On peut très bien payer une fois, il donne la clé, ou il la donne pas, puis 3 semaines après, il rechiffre, il redemande de l'argent. Donc non, il faut pas payer. Et alors, qu'est-ce qui fait qu'une cible est vulnérable ? Est-ce que plus il y a d'interconnexion, plus elle est fragile ? Alors, effectivement, plus c'est interconnecté, plus c'est à risque. Maintenant, l'interconnexion, elle est vitale. Forcément, si vous voulez, dans une grande entreprise, que ça marche, il faut que tout soit interconnecté. L'interconnexion apporte aussi de la sécurité. Si vous avez un serveur en centrale ou un outil cybersécurité super puissant, s'il n'est pas interconnecté à tout le monde, il ne sert à rien. Donc l'interconnexion apporte aussi de la sécu. Maintenant, ce qui s'est passé dans beaucoup d'attaques, c'est qu'il y a des plus petites entreprises qui sont interconnectées avec des très grandes. Elles sont moins protégées et les hackers ou les attaquants vont passer par les petites boîtes pour remonter au sein des grosses. La catastrophe, c'est un système interconnecté sans centralisation de la cybersécurité. Et pour en revenir juste aux différentes formes que prennent ces cyberattaques, on parlait du coup des rançongiciels. Il y a quoi d'autre en fait comme forme d'attaque ? À quoi elles peuvent ressembler ? Alors, il y a de tout. C'est prendre un exemple pas glamour, mais ça peut aller d'un mec qui active votre webcam à distance, qui vous fait du chantage à la cam, parce qu'il s'est fait passer pour une jeune femme de 18 ans très attractive que vous savez draguer et que vous a demandé de faire des trucs à la cam. Ça arrive énormément. On pense aussi souvent que les cyberattaques sont l'œuvre de pays super développés, etc. Savoir que les arnaques à la cam, qui sont une forme de cyberattaque, c'est fait par beaucoup de pays considérés comme étant moins développés. En Afrique, ils ont moins accès à Internet et pourtant il y a une vraie mafia là-dessus. Et ça va de ça en passant par du phishing. C'est-à-dire du phishing, c'est vous recevez un mail qui va vous dire tiens, on a besoin de... Tu renouvelles ton mot de passe parce on a eu un incident, il faut que tu le renouvelles, et puis ça ouvre vers une page qui s'est passée pour votre banque et qui l'est pas. Vous rentrez tous vos identifiants. Derrière, vous faites virer de l'argent de votre compte. Il y a un truc qui marche pas mal aussi en ce moment, c'est les crypto-miners. Ça, c'est un peu moins connu. C'est des logiciels malveillants qui viennent sur l'ordinateur ou sur les serveurs, qui vont s'installer, qui vont accaparer une partie de la puissance de calcul pour miner de la crypto-monnaie. Alors, ils ne la minent pas pour vous, ils la minent pour eux. Et ça, en général, ça ralentit tout le système, mais ça ne vous empêche pas de bosser. Donc, des fois, ça ne se fait pas détecter, c'est juste que tout est plus lent. Mais ça arrive aussi pas mal, ça, aujourd'hui. En plus, le Bitcoin est super haut, donc c'est en train de revenir aussi, ce type de logiciel malveillant. Et alors, ces hackers qui sont à l'origine de ces attaques, c'est quoi leur profil ? Alors, faut savoir que c'est une mafia super organisée. En général, les grosses attaques d'envergure, ça peut être très organisé. Il y a les chercheurs qui vont trouver des vulnérabilités qui n'existaient pas, qui vont les revendre à un groupe d'attaquants qui vont ensuite attaquer des entreprises. Ces attaquants vont ensuite revendre les données qu'ils trouvent à un groupe de revendeurs. Ces revendeurs vont les vendre à soit des États qui veulent avoir de l'info, soit à des entreprises concurrentes, soit ils vont revendre même des données à d'autres hackers qui vont les utiliser pour attaquer d'autres entreprises. Donc,
C'est un peu comme le trafic de drogue, chacun a son rôle, c'est super organisé. Donc il y a vraiment de tous les profils là-dessus. Est-ce qu'on a vu un peu une évolution de ces profils ? Effectivement, les premières cyberattaques, je vais raconter une anecdote, mais à l'époque du Far West d'Internet ou du tout début, les attaques qui sont assez connues, c'est un mec qui avait aux États-Unis attaqué une station de radio pour à chaque fois qu'il appelait être le millième auditeur qui appelait pour gagner les cadeaux. Bon, ça c'est un peu marrant, mais c'était les premières attaques. Maintenant, c'était réservé à des gens qui étaient assez geeks, qui étaient bien techniques. Aujourd'hui, c'est de plus en plus facile. Il y a des outils qui sont full packagés, qui vous permettent d'attaquer. Des outils qui sont gratuits, qui sont même utilisés en entreprise pour justement faire des tests d'intrusion. Et en plus de ça, les vulnérabilités sont packagées, industrialisées dans ces outils. Et il y a toujours des mecs sur YouTube qui font des tutos pour vous expliquer comment ça marche. Donc en fait, c'est devenu beaucoup plus facile de les exploiter. Donc on est loin de l'expert un peu geek, génie qu'on voit dans les films américains. À 10 ans, il a piraté le Pentagone. En fait, non. Enfin, il y a plein de gens qui peuvent le faire aujourd'hui, quoi. J'ai lu que le revenu mondial de la cybercriminalité a représenté plus de 1500 milliards de dollars en 2020, soit plus que le PIB de la Russie. C'est immense. Il est temps d'ouvrir les yeux sur l'importance de la cybersécurité. Alors déjà, il est immense, et puis sur cet argent, c'est de la théorie, parce qu'il y a plein d'attaques qu'on ne détecte pas. Donc, et puis il y a plein de, vous le disiez tout à l'heure, il y a plein de personnes qui vont payer les rançons, qui vont pas trop en parler, et du coup, j'imagine que ça augmente encore plus. Il faut ouvrir les yeux. Je pense que l'État français fait des choses très bien là-dessus. Il y a un site qui s'appelle cybermalveillance.gouv, qui est justement fait pour aider les petites entreprises. Tout n'est pas parfait, mais c'est une super initiative du gouvernement. Ça structure, les gens ouvrent les yeux, il y a des super initiatives qui sont prises. Je pense aussi que les gens sont un peu plus habitués maintenant à l'outil informatique et à Internet, même si ça augmente beaucoup. Je vais donner un autre exemple qui fait que d'une part, il faut s'y intéresser, et en plus que c'est encore plus dangereux, tout devient interconnecté aujourd'hui. Donc aujourd'hui, quand on parle cyberattaque, on s'imagine un PC, un site Internet ou un serveur. Les frigos sont interconnectés aujourd'hui. Demain, il y a un mec qui vous veut du mal, qui éteint votre réfrigérateur dans la nuit, qui le rallume le matin, qui fait ça 5 fois de suite. Pour votre santé, c'est super dangereux. Alors, c'est pas si facile à faire, mais je donne cet exemple parce que un frigo, c'est interconnecté et ça peut être dangereux, quoi. Donc voilà, il y a aussi toute cette partie-là qu'il faut considérer aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, votre message, du coup, c'est d'alerter les Français sur les risques en disant que personne n'est à l'abri et il faut qu'ils se dotent des moyens de se protéger, finalement. En fait, on dit tout le temps que le maillon faible de la cybersécurité, il se situe entre le clavier et le fauteuil. Moi, j'aime pas cette expression, parce que pour moi, c'est pas que ce soit un maillon faible ou un maillon fort. Pour moi, c'est le collaborateur, l'humain, c'est la première ligne de défense. Et s'il est bien formé, il a des bons réflexes, ça va pas être le maillon faible, et au contraire, ça va être un maillon qui est super fort. Son comportement, il est primordial, tout le rôle d'une cyberattaque. Une cyberattaque, très globalement, je résume, mais ça se divise en 3 phases. Une intrusion via un mail, une clé USB ou autre. Là où le comportement utilisateur est important, il ne faut pas cliquer sur n'importe quel mail, il ne faut pas mettre une clé USB qu'on ne connaît pas sur son PC. Mais même dans le côté propagation, qui est la deuxième phase d'une cyberattaque, le malware ou même l'attaquant va essayer d'aller sur plein d'autres systèmes, taper d'autres ordinateurs, se joindre au téléphone, aller sur un autre réseau. Là, le comportement utilisateur est super important. Tous ces malwares embarquent par exemple des logiciels qui cassent les mots de passe. Si vous avez un mot de passe tout pourri, il va se faire avoir automatiquement se faire trouver par ces malwares-là. Donc même dans cette zone de propagation, cette phase, le comportement du collaborateur est primordial. Et enfin, la phase d'exécution, le chiffrement des données, le vol des données, la demande de rançon, etc. Là, pareil, il faut aussi que les réflexes soient forts. On vous demande une rançon, il faut prévenir votre service informatique. Il faut savoir qui le service informatique. Il faut savoir qui prévenir, il faut savoir non plus pas trop en dire. Il faut savoir ne pas payer, il faut savoir ne pas éteindre son PC. Tout le monde éteint son PC quand il reçoit un ransomware, c'est catastrophique. Il faut garder allumé, quoi. Donc voilà, tous ces comportements sont primordiaux et toute la phase vraiment d'une cyberattaque. Ok, donc vous, aujourd'hui, vous voulez responsabiliser les hommes, les collaborateurs pour qu'ils soient plus forts, pour qu'ils deviennent le maillon fort de la cybersécurité. Exactement, c'est exactement ça, et c'est les responsabiliser et les impliquer, vraiment. Alors c'est particulièrement vrai dans les petites entreprises. Dans les grandes sociétés, le comportement est primordial aussi. Mais la grosse différence qu'il va y avoir, c'est que dans une petite entreprise, il n'y a pas de centralisation de la cybersécu. Il n'y a pas d'outils en centrale, il n'y a pas un antivirus qui couvre l'ensemble avec une équipe sécurité dédiée qui regarde toutes les alertes au jour le jour. Il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas de culture sécurité en général. Ça, c'est un vrai problème. Et en plus, par-dessus, les utilisateurs, ils sont administrateurs de leur poste, ils choisissent leur mot de passe, ils choisissent leurs applications. Donc, ils ont un rôle qui est beaucoup plus important au sein d'une petite boîte que dans une grande société au regard de la cybersécurité. Pour moi, vraiment, et c'est ma conviction, et c'est la conviction de notre entreprise, c'est que pour sécuriser une petite entreprise, ça passe d'abord par le collaborateur. Et alors, vous intervenez en amont, mais également en aval lorsque l'entreprise a déjà été hackée ?
Alors ça nous arrive il y a pas longtemps. C'est pas forcément notre première mission qu'on veut faire. En revanche, on fait partie en fait d'un dispositif, notamment ce que je disais sur cybermalveillance. On fait partie des gens qu'on peut appeler en cas d'attaque. Ça nous arrive il y a pas très longtemps. Il y a une entreprise qui nous a appelé, qui s'était pris un message de ransomware. Ils nous ont appelé tout de suite. On a réagi super vite. On a fait le week-end avec eux. Je ne sais pas si on les a sauvés de A à Z. En tout cas, on les a extrêmement aidés. On leur a sauvé pas mal de serveurs et d'ordinateurs et on les a bien rassurés aussi. Donc, on fait aussi ça, effectivement. On est aussi après l'attaque. Maintenant, il faut éviter que ça se produise. Et du coup, nous, on intervient en amont. On forme pour éviter que ça arrive. Et justement, je pensais aux petites entreprises et par rapport à ce que vous avez dit un peu plus tôt, mais comment est-ce que votre message il est perçu? Est-ce que les petites entreprises, elles ont compris que la cybersécurité, c'était important ou est-ce que c'est toujours un peu le sujet qu'elles délaissent aujourd'hui? Alors, moi, je pense qu'elles l'ont super bien compris. Effectivement, là, avec toute la crise économique, il y a eu d'autres priorités pour elles. C'est la partie des entreprises qui est la plus touchée, c'est les petites structures. En revanche, derrière, elles en ont conscience, mais que c'est un marché qui est très, très structuré grand groupe aujourd'hui, la cybersécurité. Structuré grand groupe, ça veut dire que les offres, c'est souvent des consultants, mais qui sont des prix, c'est très, très cher, donc elles n'ont pas forcément les moyens. Elles ont les outils même. C'est souvent fait pour des grosses entreprises qui sont très interconnectées. Donc aujourd'hui, il n'y a pas forcément beaucoup de solutions en cyber qui vont s'adresser à elles. Donc c'est un marché qui commence à naître et il faut comprendre comment aller l'aborder. Je sais qu'avec mon associé, on a fait beaucoup de missions, de conseils, d'ailleurs certaines gratuitement pendant le premier confinement pour comprendre leurs risques. Et c'est pour ça qu'on en est venu à cette conclusion. Notre vision des choses, c'est protéger autour du collaborateur. On pense que c'est la première étape. Mais non, elles en ont conscience, mais c'est compliqué pour une entreprise de lui dire, pour sécuriser, tu vas payer un audit à 20 000 € ou 30 000 €. Clairement, ils vont pas le faire. Le rapport risque n'est pas suffisant pour eux, quoi. Et alors justement, vous avez décidé de vous consacrer entièrement aux petites entreprises, sûrement pour proposer ce qui n'existait pas, en tout cas une offre abordable pour elles. Vous avez pourtant commencé votre carrière en auditant des filières de grands groupes. Vous auriez pu continuer dans cette voie, être beaucoup mieux payé. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix? Alors effectivement, j'ai fait 4 ans dans un grand cabinet, puis 4 ans au sein de l'audit interne d'une très grosse société française. À 30 ans, j'étais super bien payé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans le cadre de mes audits et de mes missions, j'ai eu l'occasion de travailler avec des petites entreprises, notamment via des rachats ou des partenariats. On a besoin de les auditer. Et on leur demande aux petites entreprises d'être ceinture noire de cybersécurité avant d'être même ceinture jaune. Je reprends un peu mon univers, mais c'est un peu cette métaphore qui nous a aussi donné envie de se lancer là-dedans. Et je me suis rendu compte que on abordait très très mal la cybersécurité de ces entreprises-là. Maintenant, sur un côté un peu plus humain, moi j'en avais un peu marre de travailler pour une sous-direction d'une sous-direction d'une sous-direction où à l'arrivée en vérité personne ne se sentait véritablement impliqué. Là on travaille avec des petites entreprises, avec des chefs d'entreprise qui ont parfaitement conscience que si leur métier peut couler, qu'on travaille très près des métiers, on comprend ce qu'ils font. Ils ont pas une volonté de cocher des cases dans des normes, ils ont vraiment une volonté de se sécuriser, protéger leurs employés et leur business. Et ça fait toute la différence. Et très honnêtement, moi, je le dis, aujourd'hui, je me paye pas. On est en pleine crise. C'est évidemment plus difficile de monter une structure là-dedans. Mais on a réussi en 6 mois à aider plusieurs entreprises. Je sais pas si on l'a sauvé, mais en tout cas, on a fait beaucoup, beaucoup pour l'entreprise dont je parlais qui a subi une cyberattaque. Et j'ai l'impression d'avoir plus accompli en 6 mois que ce que j'ai fait avant, quoi. Donc, c'est vraiment aucun regret là-dessus. Vous auriez pu inventer aussi un énième logiciel ultra puissant qui aurait permis de se protéger. Vous avez fait le choix de la sobriété. Est-ce que c'est important aussi de reconnaître de temps en temps que la technologie, elle peut pas tout résoudre et que finalement, la formation, la transmission de votre savoir d'ingénieur auprès de vos clients, c'est ça l'important Nous, effectivement, on s'est basé sur un créneau qui est la transmission du savoir, qui est la transmission de comprendre comment une attaque ultra complexe peut se passer, de comprendre là où le collaborateur peut intervenir, où il peut avoir un vrai rôle, et de le traduire en questions et en apprentissage pour lui, pour qu'il comprenne ce qu'il fait et que du coup, il protège son entreprise et lui-même. Donc nous, effectivement, c'est là où on s'est positionné. On considère à tort que l'innovation est forcément technologique. Il faut faire attention aussi à la technologie. On parle beaucoup, par exemple, aujourd'hui d'intelligence artificielle. C'est un outil qui est extrêmement puissant, qui est clairement l'avenir. Mais déjà, il faut savoir que c'est un terme qui est super marketing. Déjà, sur toutes les sociétés qui se prétendent faire de l'intelligence artificielle, il n'y en a pas beaucoup qui en font vraiment. Et derrière, l'intelligence artificielle se combine parfaitement avec le comportement collaborateur. Une IA, c'est un programme qui va apprendre dans le temps, qui va apprendre et qui va, surtout en cybersécurité, grâce à cet apprentissage, détecter des mauvais comportements ou détecter des anomalies.
Si vos collaborateurs font tout le temps n'importe quoi, l'IA va être mal entraînée. Si vos collaborateurs, au contraire, ils ont des bons réflexes, ils font pas n'importe quoi, l'IA va s'entraîner sur leur bon comportement et le jour où elle verra un mauvais comportement, elle va se dire là, il y a peut-être un problème. Donc en fait, c'est super complémentaire. Mais du coup, ce que vous créez, c'est un outil qui semble juste, pertinent, qui répond à un besoin social. C'est ça, finalement, être un ingénieur responsable, un ingénieur humaniste? Alors, la définition d'ingénieur humaniste, je pense que déjà, la définition de l'ingénieur, c'est de tenter une création. Attends, ça marche pas toujours, hein. On crée des choses qui marchent pas des fois, mais il faut tenter l'innovation. Maintenant, avant d'être humaniste, je pense qu'il faut être humain. Et être humain, c'est comprendre les besoins clients, se mettre à la place, être empathique du chef d'entreprise qui a peur, qui sait pas comment ça marche, qui sait que ça peut lui tomber du jour au lendemain dessus, une cyberattaque. Je vais sortir encore de la question, mais si vous travaillez dans une très très grande société qui fait, je sais pas, des certificats d'énergie vert, et vous êtes dans un tout petit bureau, dans un sous-service, et que tout le monde se bat pour avoir du pouvoir, vous n'êtes pas plus humaniste. C'est pas parce que vous travaillez dans une entreprise écolo que vous êtes humaniste. Être humaniste, c'est aller au plus près des clients, c'est comprendre ce qu'ils veulent, comprendre ce que les gens veulent vraiment, essayer vraiment d'aller apporter des solutions qui sont efficaces. Pour ça, faut parler aux gens, faut se mettre en danger, faut pas forcément créer sa boîte. Hein. Je sais pas, il y a mille autres façons d'être humaniste. Hein. Mais c'est juste qu'il faut réfléchir aussi à cette position. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression d'œuvrer pour le bien commun Il y a d'autres gens plus importants que nous qui œuvrent pour le bien commun. Il y a les soignants, il y a tout ça. Donc, ouais, on n'est pas des super-héros, mais en tout cas, nous, on veut vraiment apporter des réflexes et consolider les réflexes des collaborateurs. On sait que ça va leur servir aussi beaucoup dans leur vie privée. On a aussi plein de projets là-dessus. Par exemple, aujourd'hui, les enfants sont super cyber connectés. Ils ont des applications dans tous les sens. Ça a de la tablette un peu pour enfants. Bon, c'est pas bien, mais il y a plein d'enfants qui sont sur TikTok ou sur des réseaux sociaux aujourd'hui. Et nous, voilà, on est en train, par exemple, de travailler aujourd'hui avec une autre start-up qui apporte de la formation auprès des enfants, qui fait du soutien scolaire et de la formation. On est en train de faire tout un cours de cybersécurité dédié aux enfants. Voilà, on a envie de former aussi tous les gens à ces problématiques, quoi. Donc, on espère vraiment faire bouger les choses. Et est-ce que vous avez l'impression que ce que vous faites aujourd'hui a de l'impact ? Après, c'est toujours particulier. Nous, on est convaincus que oui. Nos clients nous font des super retours. Après, on a l'impact réel qu'on a pu voir, c'est quand on a aidé l'entreprise qui s'est fait attaquer. Donc, forcément, ça, on a vu l'impact qu'on a eu. Maintenant, la cybersécurité, c'est toujours un peu un domaine qui est un peu difficile. Il y a un retour sur investissement qui est toujours irrationnel. Il est de zéro avant de se faire avoir. Il est infini après une attaque. Et puis, on ne sait jamais quand on arrête une attaque. Donc, en fait, ça se trouve, on a déjà permis à plein de gens de ne pas cliquer sur des liens, d'avoir des super réflexes. En vérité, c'est toujours difficile à mesurer. Les résultats sont difficilement palpables. Ouais, exactement. Et c'est un peu un boulot de gardien de but, hein, quand vous êtes là-dedans. Si vous arrêtez 50 buts, tout le monde trouve ça normal. Vous en prenez un, vous êtes nul, quoi. Alors, c'est toujours difficile à mesurer. Maintenant, nous, les retours qu'on a, c'est on apporte de la sérénité aussi. Les gens, ils sont plus sereins. Ils se disent, bon, c'est vrai que maintenant, je sais, voilà, quand je reçois un mail, je sais tout de suite, je vais regarder l'URL pour voir si c'est vraiment un contact que je connais. Je vais regarder où je vais cliquer. Quand je vais télécharger quelque chose, je vais m'assurer, ne serait-ce qu'il y a eu plein d'attaques là sur toutes les applications, les attestations, pour sortir pendant les confinements. Il y a plein d'attestations qui étaient en fait vérolées. Là, on a apporté aussi de la sérénité aux gens, ils savent vous les regarder. Donc, on apporte aussi de la sérénité, une confiance en soi. C'est un peu comme les arts martiaux, hein. Vous faites 10 ans d'arts martiaux, vous sortez avec une ceinture noire. Bon, vous marchez dans la rue, vous êtes plus serein. Vous dites, s'il y a un problème, il faut savoir quoi faire. C'est pareil en cybersécurité. Les gens à qui on bosse aujourd'hui, les collaborateurs, ils se sentent plus sereins, ils nous le disent, ils nous donnent des exemples, etc. Donc, on apporte aussi de la sérénité. Et ça, on est content. Pour nous, c'est une véritable victoire. Et est-ce que le fait de vous consacrer aux petites entreprises, qui sont des cibles vulnérables, qui ont peu de moyens financiers aussi, est-ce que ça donne du sens à votre travail ? Nous, on adore faire ça. Après, déjà, on est très proche des métiers. C'est-à-dire que nous, on ne protège pas... on théorise pas une protection. C'est-à-dire que dans un grand groupe, on va surtout théoriser la protection d'un parc de serveurs, etc. Là, on va protéger. Là, on a aujourd'hui un client qui a une plateforme collaborative en ligne. Si demain, sa plateforme tombe, tous ses clients, ils les perdent. Donc, on sait qu'on doit protéger ça. On doit protéger les données que les clients échangent sur cette plateforme-là. Donc, en vérité, on sait concrètement ce qu'on fait. Donc ça, effectivement, déjà, c'est super intéressant pour nous d'avoir du concret dans notre travail. Puis pour lui, voilà, on parle sa langue, il comprend vraiment ce qu'on va protéger. Donc nous, on se sent super utile là-dessus, effectivement. Un des membres du gouvernement a dit que si 25 000 PME étaient touchées le même jour par une cyberattaque, c'est l'État français qui est menacé. En réalité, en fait, ce que vous faites, renforcer la sécurité numérique des PME, c'est aussi protéger l'État français ? C'est protéger. Il faut savoir qu'en France, les PME, les petites entreprises, c'est souvent là où il y a l'innovation, plus que dans les grands groupes.
C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a énormément de grands groupes qui sous-traitent à des petites entreprises. Je parle en connaissance de cause. Mon père a une boîte dans l'innovation, elle génie des matériaux. Ce qui fait, ils sont 10 à le faire dans le monde. Voilà, ils sont 3, quoi. Donc c'est vraiment, en France, c'est assez un écosystème qui est particulier là-dessus. Après, ce que je disais tout à l'heure, c'est que il y a beaucoup de PME qui vont être interconnectées à des grands groupes. Donc déjà, si 25 000 PME sont touchées, toutes les interconnexions avec les autres structures, y compris des grands groupes, même des groupes d'importance vitale, sont potentiellement touchés. Donc effectivement, c'est une attaque directe contre l'État si on avait ça. Donc il y a de quoi être fier. Bon, là, aujourd'hui, on a une dizaine de clients. Donc on n'est pas encore à 25 000. Mais le jour où on est à 25 000, on se dira qu'on a protégé l'État. Mais là, c'est un peu présomptueux de le penser maintenant. On va droit vers une société, une économie qui va être de plus en plus numérisée, avec une dépendance accrue aux services numériques. Est-ce que l'insécurité numérique, elle va progresser, elle va s'accroître ? Déjà, les usages numériques augmentent. Je parlais tout à l'heure de tous les objets connectés. Les frigos sont connectés aujourd'hui, les voitures sont connectées, les machines dans les hôpitaux sont connectées. Donc forcément, tout se connecte, donc tout se met à risque. Je parlais de cette attaque justement sur des machines médicales qui avaient causé la mort de patients. Il y a aussi des attaques, alors là, un peu plus élaborées, notamment une attaque qui s'appelle Stuxnet, qui est un peu vieille maintenant, mais qui a lieu en Iran. C'est l'État israélien qui a réussi à détruire physiquement via des attaques, une attaque informatique, des centrifugeuses qui enrichissaient l'uranium pour les centrales nucléaires. Donc on voit en fait qu'aujourd'hui, on peut attaquer quasiment n'importe quoi. Oui, parce que c'était ma question, j'allais vous dire, mais moi j'allais parler demain, que le risque, ce ne soit pas seulement les entreprises et les collectivités qui soient menacées, mais le fonctionnement même de notre quotidien, voire même notre sécurité physique. Vous êtes en train de nous dire que c'est déjà le cas, en fait ? Oui, alors c'est déjà le cas. Maintenant, il faut savoir que les usages et la techno augmentent très très vite, mais la sécurité cavale un peu derrière aujourd'hui. On va y arriver, faut pas être pessimiste, mais effectivement, là, les grands groupes commencent à se protéger, et pourtant ils sont très touchés. Et là, il faut que maintenant, les plus petits et les particuliers, on parle de petites structures, parce que aujourd'hui, on est vraiment sur ce marché qui émerge de la petite structure, mais demain, il va aussi y avoir la cybersécurité du particulier. Voilà, faut faire attention avec ces réseaux sociaux, à sa box internet. Je vais vous donner un usage qui est super dangereux, mais votre box internet, vous avez un super mauvais mot de passe, vous avez un protocole de sécurité qui est pas bon. Le voisin, il vous le pirate et il va sur des sites, je vais pas dire les noms, mais fondamentalement interdits par la loi, terroristes ou pire, ça vous retombe dessus. Donc en vérité, même aujourd'hui, il faut commencer en tant que particulier à s'y intéresser. Et donc du coup, pour éviter l'avènement de ce qu'on pourrait appeler un Far West cybernétique, il est urgent d'anticiper les concepts futurs de cybersécurité, et c'est là où vous, les ingénieurs, vous intervenez ? Alors, moi, je pense que le Far West, on y est déjà. C'est juste qu'on passe par des phases différentes de Far West. On avait un Far West gentil avant. Internet, avant, c'était un vrai Far West. On téléchargeait tout et n'importe quoi en 2 secondes. Il n'y avait aucun droit sur aucun film, aucune musique. Ça s'est structuré, quand même. Donc le Far West, il est toujours là, il change un peu. Aujourd'hui, je pense que les gens, ils vont commencer à comprendre de plus en plus. Voilà, on a aussi un Internet qui est arrivé dans un milieu où l'ancienne génération était pas prête. Ce que je disais tout à l'heure, les gens aujourd'hui, ils sont prêts. C'est-à-dire que les nouvelles générations, elles sont nées dans Internet. Et elles vont plus facilement prendre l'axe de la sécurité parce qu'elles vont plus comprendre comment ça marche. Maintenant, le travail là, le nôtre en l'occurrence via notre société, mais le travail aussi de l'ingénieur en général qui est dans ce secteur-là, c'est de réussir à amener les nouveaux usages avec une couche sécu par-dessus. Et là, c'est pas si simple. Je sais pas prévoir le futur, je sais pas comment ça va se passer. Moi, je sais juste que si on arrive à former tout le monde, si tout le monde a les bons réflexes, déjà si tout le monde avait un mot de passe solide et de la double authentification partout, déjà on éviterait tellement d'attaques. Enfin, ça repose beaucoup sur le collaborateur et sur l'utilisateur. Donc ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, vous, en tant qu'ingénieur, auprès des Français, c'est préparer demain et c'est fondamental et il faut que ça continue. Ah bah nous, on est convaincus. On a pris ce créneau parce qu'on sait que c'est vraiment, pour nous, c'est vraiment l'avenir. C'est l'implication de chacun dans la cybersécurité. Arrêtez de penser que parce que vous êtes dans une structure, une entreprise, il y a un mec en haut qui va tout gérer, que c'est pas votre problème. Non, c'est le problème de tout le monde. Et en plus, là, vraiment, le développement du télétravail l'a exacerbé, mais c'était déjà le cas aussi. Il y a un mélange pro-perso qui est de plus en plus important. Et avoir les bons réflexes là-dessus, c'est primordial. Faire n'importe quoi en entreprise, ça met aussi vos applications, votre vie personnelle à risque. Et ça, c'est un usage qui est en train de se confondre. Donc même, je le dis, même si vous en foutez de protéger votre entreprise, déjà c'est pas bien, mais à la limite, protégez-vous vous-même et faites déjà ce qu'il faut là-dessus, quoi. Aujourd'hui, vous êtes satisfait de là où vous êtes, de ce que vous faites ? Je vais pas épiloguer sur ma vie, mais bon, je viens d'une famille qui a pas d'argent, je suis fils d'immigrés, etc. Donc j'ai voulu bien m'en sortir, j'avais un peu une rage et d'essayer d'avoir un bon diplôme pour faire ce que je voulais. Je suis super content aujourd'hui et convaincu que je suis en train de donner un service qui aide les gens. Vraiment, je ne pense pas vendre du vent, je le dis très honnêtement. Là, on a des super retours, on a vraiment des gens qui se sentent impliqués et on est en train de réussir notre mission.
Donc non, c'est super positif pour nous et je parle aussi pour mon associé qui lui a un peu le même profil que moi, un peu le même parcours. Et on est vraiment heureux de faire ce qu'on fait aujourd'hui. Et je le disais, on gagne pas beaucoup d'argent, c'est le début, c'est une galère en ce moment avec tout ce qui se passe. On n'a pas de bureau, mais pourtant, en un an, j'ai plus grandi que sur ces 8 dernières années, quoi. Donc, pour nous, c'est une super réussite. Et même si demain notre boîte marche pas, on a aucun regret, quoi. Et ce qui vous fait grandir aussi, j'imagine, c'est exercer votre métier d'ingénieur en sachant que vous êtes utile. À la fin de chaque journée aujourd'hui, on se dit, on a avancé, on a fait des choses. Et ça n'a pas de prix, en fait. Ça n'a pas de prix parce que on a l'impression de tout le temps avancer. Et même au-delà d'être utile pour les gens, même en étant un peu égoïste, en un an, j'ai appris à coder sur des langages que je connaissais pas, j'ai appris à être commercial. Tout le design qu'on a fait sur notre site Kamae, les personnages, notre univers singulier, on a tout designé nous-mêmes, on a tout dessiné nous-mêmes. Donc on a appris à faire de l'UX design, on a appris à faire tout ça. Alors on a travaillé certes jour et nuit, mais j'ai appris tellement de choses aujourd'hui. En fait, c'est une formidable école de vie, quoi. Donc pour le coup, c'est vraiment une expérience que je conseille à tous. Même quand vous êtes étudiant ou quand vous avez bossé quelques années, si vous avez une idée, un concept, vous pensez résoudre un problème de société, allez-y, tentez le coup, quoi. Vous pouvez le faire en France et c'est une super chance. On vous souhaite de continuer dans cette voie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous venez d'écouter Les Cœurs Audacieux, un podcast proposé par l'INSA Lyon. Nous vous donnons rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. En attendant, n'hésitez pas à nous laisser un avis ou à liker l'épisode. Merci.